Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session sonore qui fait partie donc des événements de la Fête de la Science de ce week-end sur le Jardin des Plantes, dans le cadre du Muséum national d'histoire naturelle, et qui fait aussi partie d'un cycle au long cours qui s'appelle Nature sonore, que l'on anime avec Benoît Hiquet qui est ici, et qui consiste à essayer de vous faire découvrir les sons de la nature. Maintenant, il faut mettre des guillemets autour de nature, mais bon, des sons du dehors, à la fois par une approche très scientifique que l'on fait ici au muséum et que l'on fait dans d'autres instituts de recherche, et puis aussi parfois par une approche artistique comme on avait hier, où hier on a parlé de chauves-souris et d'ultrasons de chauves-souris, et aujourd'hui on va parler aussi d'ultrasons notamment, mais pas de chauves-souris mais de mammifères marins, parce qu'on a le plaisir d'accueillir Flore Samaran de Brest, de l'ENSTA de Brest, enfin pas l'ENSTA de Brest, l'ENSTA Bretagne. L'ENSTA Bretagne, pardon. Donc une école d'ingénieurs à Brest, et qui va donc nous parler de ses recherches qu'elle conduit depuis maintenant plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, sur les mammifères marins. Donc voilà, une exploration du monde sous-marin et des différentes fréquences sonores que l'on a dans nos océans. Donc je vais laisser la parole à Flore, et puis après on aura une petite discussion avec vous. Toutes les questions seront ouvertes pour interroger Flore sur sa recherche, sur ses découvertes. Merci Flore encore d'être venue de si loin. Merci beaucoup Jérôme de m'avoir invitée, et Benoît aussi, je vous remercie beaucoup. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente de retourner au muséum parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et aussi de faire les fêtes de la science, parce que c'est toujours des interventions qui me font plaisir de vous partager en fait ma recherche. J'espère qu'après ça vous en saurez un peu plus sur les sons des océans, et voilà. Donc moi je m'appelle Flore Samaran, comme l'a dit Jérôme. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne, et mes travaux de recherche je les fais dans un laboratoire CNRS qui s'appelle le LabStick. Donc déjà quand vous êtes installés, même encore là, on entend quelques sons, quelques captations sonores qui ont été prises sous l'eau pour vous immerger un peu plus dans ces fréquences sonores de nos océans. Mais avant ça, j'avais envie de vous présenter un peu, alors là je vais trop vite, voilà, mon voyage personnel dans l'univers de l'acoustique sous-marine, un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée à vouloir étudier les mammifères marins et utiliser le son pour les étudier. Donc quand j'étais petite, j'avais la chance de passer mes vacances au bord de la mer. Alors c'était pas l'océan et son immensité, mais pour moi c'était la Manche. Mais pour moi c'était déjà énorme. C'était que du bleu, des étendues de bleu ou plutôt du marron, hein, parce qu'on est quand même dans la Manche, mer du Nord, quoi. Et ça me fascinait en fait de voir que j'avais l'impression qu'il y avait rien en dessous, rien sous l'eau, et j'ai commencé à m'intéresser à toutes les créatures qui peuplaient les océans. Et je me suis rapidement tournée vers l'étude des mammifères marins. En fait, ces animaux me fascinaient quand j'étais petite parce que ce sont des mammifères, donc avec des poumons, qui sont retournés sous l'eau il y a des millions d'années, et qui tout leur corps et tout leur anatomie et aussi leur physiologie s'est adapté pour vivre sous l'eau. Et moi, je n'arrivais pas à retenir mon apnée. Sous l'eau, je me bouchais le nez pour respirer, ça marchait pas bien. Et puis j'avais du mal à faire des longueurs dans la piscine. Donc je me dis, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire tout ça? Ils étaient étranges, ces animaux. Ils n'avaient pas de membres inférieurs. Ils avaient l'air très très adaptés au milieu marin. Donc j'ai rapidement voulu en savoir plus sur eux. Les 3 illustrations que vous voyez, c'est vraiment les images, c'est véridique de ce qu'il y avait dans ma chambre d'enfant. C'était les baleines et les orques. C'était vraiment ma passion. Alors on dit souvent, les enfants, ils ont une période, c'est les chevaux ou les dauphins. Moi c'était les baleines, et c'est resté encore maintenant. Donc rapidement, je me suis documentée sur ces animaux-là pour essayer d'en savoir plus dans la bibliothèque de la ville où j'ai grandi. Et je suis tombée sur beaucoup de livres sur la chasse à la baleine. Donc là, j'ai pris conscience que c'était des animaux en fait qui étaient chassés. Donc on est dans les années 90.
La fin de la chasse à la baleine, c'est dans les années 70. Donc des espèces finalement peu connues, beaucoup chassées, beaucoup d'inconnus autour de ces animaux-là. Donc je me suis dit, bah allez, moi j'ai envie d'en savoir plus sur eux. J'ai même envie d'en savoir plus pour mieux les protéger. Alors ça, c'est un adage du commandant Cousteau, mais qui m'a pas lâché non plus, parce que j'ai aussi grandi devant les documentaires du commandant Cousteau. Et donc je suis partie faire des études universitaires en biologie marine et en océanographie, pour mieux comprendre le milieu dans lequel ils vivent, et puis essayer à la fin de pouvoir vraiment les étudier de très près. Et j'ai eu l'occasion de partir au Canada, dans l'estuaire du Saint-Laurent, et de travailler avec un chercheur qui faisait de l'acoustique sous-marine, qui s'appelle Yvan Simard. Et il m'a dit, écoute, on va partir en mer et puis on va aller écouter le rorqual commun, le chant du rorqual commun. Alors moi, j'avais des étoiles plein les yeux à l'époque. On est parti avec un petit bateau. Et puis je me suis dit, oh là là, on va entendre le rorqual commun. Il met le micro sous l'eau et j'entends rien. J'entends rien parce qu'il m'explique que c'est des sons de très basse fréquence et qu'en fait, mon oreille ne l'entend pas. Puisqu'on a une gamme d'audibilité qui est d'entre 20 et 20 000 Hz. J'en parlerai un petit peu après. Et il a accéléré un peu le son et il m'a fait écouter ce qu'on entendait. Donc on avait l'animal à côté de nous. Et on entendait ça. Alors moi j'étais un peu déçue. Parce que quand j'étais petite, on m'avait offert ça. Un disque sur les baleines. Avec des sons mélodieux. Que j'entendais en plus. Je dis mais c'est pas une baleine là qu'on écoute. Moi je vais entendre ça, je vais entendre des baleines à bosse. Enfin je savais, voilà. Et il me dit non ça c'est un son de rorqual commun. Et là j'ai découvert, c'est comme ça que je suis rentrée pour la première fois dans l'univers de l'acoustique sous-marine et de l'étude des sons pour étudier, et du suivi acoustique pour étudier les cétacés. Et je me suis rendu compte, comme vous là maintenant, que c'était très vaste. Il y avait beaucoup de diversité dans les productions sonores des animaux. Donc c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui. Alors, pourquoi déjà et comment est-ce qu'on étudie les cétacés en 2024 ? Alors, déjà, ça c'est pas les slides les plus amusantes de ma présentation, mais c'est la réalité. C'est que la plupart des cétacés, en fait, ce sont des espèces qui sont quand même qui subissent beaucoup de pression de la part des hommes, en fait. Il y a eu de nombreuses pressions passées, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a eu la chasse à la baleine qui a duré quelques décennies, au début du 19e siècle jusqu'à dans les années 70, qui ont quasiment décimé sur certaines populations plus de 90% des individus d'une population. Donc il y a eu ces pressions passées, donc on est sur des populations qui sont dans petite densité. Ensuite, on a beaucoup de pressions présentes, notamment liées à l'exploration et l'exploitation des océans, avec, vous voyez ici des captures accidentelles, par exemple, dans des engins de pêche, d'un dauphin, ou alors des collisions aussi avec des navires marchands. Il faut savoir que les collisions, c'est la plus grande cause de mortalité actuelle chez les grandes baleines. Et puis, tous les changements globaux en général. Les cétacés, ce sont des espèces qui sont indicatrices de l'état de santé de la planète. On a différentes sortes de cétacés, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais on a des cétacés qui sont des prédateurs supérieurs, ce sont tout ce qui est baleines à dents, comme les orques ou les dauphins ou les cachalots, qui eux vont se nourrir, si vous voulez, de poissons, qui eux vont manger ensuite, qui auront mangé avant plutôt du zooplancton et du phytoplancton. Donc en tant que prédateurs supérieurs, c'est vraiment des indicateurs du bon état de santé de la planète. Si jamais ces prédateurs supérieurs sont pas en bonne santé, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire, en fait, elle est fragile. Et puis, il y a une deuxième catégorie de cétacés, qui s'appelle les baleines à fanon, qu'on voit ici, qui eux vont se nourrir en fait directement d'une toute petite crevette qui s'appelle le krill. Et donc ce zooplancton aussi vient du phytoplancton, donc c'est un peu l'herbe si vous voulez, enfin tous les végétaux de l'océan. Et donc on a aussi, si on a peu de baleines ou si les baleines sont pas en bonne santé, ça veut dire que toute la chaîne aussi est pas bonne. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les espèces parapluies. C'est des espèces qui sont indicateurs de l'état de santé de la planète.
Et puis, quelque chose aussi que j'ai découvert, alors déjà dans les années 90, je le voyais déjà, mais c'est de plus en plus vrai, c'est des espèces qui sont méconnues. C'est des espèces qui sont finalement difficiles à étudier, les mammifères marins. Alors il y a eu un gros bond dans les découvertes sur les mammifères marins parce qu'il y a un moment donné, on pouvait les mettre en captivité et on pouvait les étudier, même si finalement la captivité c'est quelque chose qui ne reflète pas du tout l'état général, en tout cas le milieu naturel dans lequel, l'état de l'animal par rapport à son milieu naturel, à sa présence dans le milieu naturel. Mais donc, on a fait de grandes découvertes sur les dauphins, sur les orques, par la captivité. Mais d'autres espèces, du fait de leur taille, on ne pouvait pas les étudier comme ça. Et c'est difficile de faire de l'expérimental, de la science fondamentale en fait sur des cétacés, quoi. C'est difficile à étudier. Il y a beaucoup d'inconnus et tout au long, même quand on va discuter tout à l'heure, vous allez voir, je dis souvent, en fait, on ne sait pas. La recherche actuelle, elle ne le sait pas. On a du mal à trouver des réponses. Alors, il y a différentes techniques pour étudier les mammifères marins. La technique la plus ancienne, finalement, c'est d'étudier les échouages de mammifères marins. On a des mammifères marins qui s'échouent sur nos côtes. On en a tous les jours sur les côtes, sur les 3 façades maritimes de la métropole. On en retrouve. Ça permet de savoir un peu quelle espèce vit au large, et puis d'étudier aussi leur état de santé en prenant différents prélèvements. C'est vraiment le suivi assez ancien pour étudier les mammifères marins, mais qui existe toujours. Après, évidemment, il y a l'observation visuelle. Donc pour étudier les mammifères marins, on va prendre une paire de jumelles et aller au bord de l'eau, alors soit au bord d'un promontoire ou soit avec un bateau, et essayer de les observer et de prendre des photos, de les compter. Alors on a aussi depuis quelques années d'autres techniques d'observation visuelle, par exemple à partir d'avions ou à partir de drones, qui amènent beaucoup de connaissances aussi sur les cétacés. Et puis depuis quelques années aussi, on est capable de mettre des petits émetteurs miniatures sur les cétacés qui vont collecter toute une sorte d'informations, par exemple la position GPS de l'animal ou alors la profondeur à laquelle l'animal va plonger. Donc c'est ce qu'on appelle le biologging, et c'est aussi une recherche qui est en développement, mais qui nécessite vraiment de s'approcher de l'animal et de lui mettre une petite balise sur son dos. Et la dernière technique, donc c'est celle laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc le suivi par acoustique passive. C'est donc la dernière technique pour étudier les mammifères marins. Alors c'est une technique qui est pas très vieille, qui a à peu près maintenant 50, 60, 70 ans à peu près. Donc le suivi par acoustique passive, ça consiste en quoi? Ça consiste en mettre un micro sous l'eau et à écouter tout ce qui se passe, le paysage sonore sous-marin. Et c'est une technologie qui a été beaucoup utilisée par les militaires dans les années 50, donc on est pendant la guerre froide. Les Américains ont commencé à mettre des micros sous l'eau, notamment dans le nord du Pacifique et dans le nord de l'Atlantique, pour pouvoir justement surveiller qu'il n'y ait pas de navires à l'époque ennemis en fait, qui pourraient rentrer dans leurs eaux. Donc ils ont mis des micros sous l'eau comme ça. Et les scientifiques, en tout cas les analystes qui étaient censés écouter les sons, ils ont repéré des signaux sonores qui revenaient régulièrement. Donc ils ont envoyé au début des sons à 2 scientifiques, Payne et j'ai oublié son nom, le deuxième, à Roger Payne. Et ce scientifique-là étudiait les baleines à bosse. Et donc il a dit mais ce sont des sons de baleines à bosse. Donc il les a étudiés via ce réseau de surveillance qui était situé dans le Pacifique. Et puis dans l'Atlantique, ils ont envoyé d'autres signaux sonores à d'autres scientifiques. Et les scientifiques ont dit mais c'est impossible, ces sons sont de très basse fréquence et de très forte intensité. Ça doit être le battement de cœur d'une baleine. Et ces sons-là, c'est les sons que je vous ai fait étudier, je vous ai fait écouter en premier. C'est le son du rorqual commun. Donc après, ils ont commencé à essayer d'enregistrer au plus près les animaux. Et donc on est dans les années à peu près 60. On a commencé à enregistrer les premiers signaux sonores des mammifères marins.
Alors, on avait une petite idée quand même, qu'il y avait quand même des sons sous l'eau, des animaux qui faisaient des sons sous l'eau. Alors, on peut regarder par exemple des récits de marins pêcheurs qui racontaient entendre comme des sirènes au travers de la coque du bateau. Alors ces sirènes-là, souvent c'était pas des sirènes en fait, c'était des dauphins ou des baleines. Après, on a un peu oublié tout ça avec le commandant Cousteau, qui a réalisé un film qui s'appelle Le Monde du silence, mais sans prendre des sons sous-marins, donc forcément le monde était silencieux. Et voilà, et bon, c'est revenu un peu comme ça. On a eu un vrai rebond de l'acoustique sous-marine, en tout cas pour des applications civiles, dans les années 2000, avec l'ère du numérique. Parce qu'en fait, enregistrer des sons sous l'eau, c'est compliqué quand on doit les enregistrer sur une bande magnétique qui n'aime pas l'eau. Dans les années 2000, il y a eu un gros boom sur l'ère numérique. On a commencé à miniaturiser en fait et à numériser l'acquisition sonore, à pouvoir mettre ça dans des petites cartes d'acquisition, des petits disques durs, stocker la donnée là-dedans. Et ça a vraiment ouvert tout un champ en fait dans cette recherche-là. Donc c'est une recherche qui est assez récente, qui aurait à peu près une trentaine d'années, et on découvre toujours de nouvelles choses sous l'eau, au niveau du son. Alors comme c'est la fête de la science, je vais vous replonger un peu dans vos cours de troisième ou de collège. Et puis pour les plus jeunes, vous aurez un petit peu d'avance sur votre programme. Je vais vous parler de ce que c'est qu'une onde sonore. Alors une onde sonore, c'est ça, c'est une vibration, si vous voulez, des molécules d'air. C'est une onde mécanique. C'est une série de dépression et de suppression de l'environnement, donc ici de l'air, et ça peut être aussi sous l'eau. Et ça va vous former une onde comme ça, une onde, ce qu'on appelle une onde sinusoïdale. Et c'est ça une onde sonore. C'est cette vibration des molécules d'air qui va arriver, si vous voulez, jusqu'à votre tympan et faire vibrer votre tympan. Et votre oreille interne va capter l'information et vous l'envoyer à votre cerveau. Et vous allez m'entendre parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors comme c'est une onde, comme ça, on arrive à sortir une information qui est importante, c'est la fréquence. La fréquence, ça va vous rappeler des souvenirs, c'est l'inverse de la période. F égale 1 sur T. Alors, la période, en fait, c'est la répétition des motifs. Et donc, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, plus cette fréquence, son unité, c'est le Hertz. Plus les sinusoïdes vont être grandes, comme ça, plus on sera dans les sons graves. Les sons de basse fréquence. C'est les sons qui se propagent le plus loin dans l'air, mais aussi dans l'eau. Et puis plus la période va être courte, plus on va être dans les sons de haute fréquence, les sons les plus aigus. Donc ce qu'on appelle les sons les plus aigus. Nous, on entend dans une certaine bande de fréquence, on entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est la bande d'audibilité de l'homme. Mais évidemment, il existe des sons de très basse fréquence, que nous, on va appeler les infrasons, ou des sons de très haute fréquence, qu'on n'entendra pas non plus, qu'on appelle les ultrasons. Dans la nature, évidemment, on va retrouver des sons dans toutes les bandes de fréquences. Et sous l'eau, on va même retrouver des sons jusqu'à 180 000 Hz. Donc c'est des sons très 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 aigus que du coup, on ne peut pas entendre. Et qu'est-ce que j'avais autre chose à dire sur cette diapo. Ah oui, donc ma baleine. Mon rorqual commun que j'étudiais quand j'avais 20 ans dans l'estuaire du Saint-Laurent, elle émettait un signal à 20 Hz. Donc je ne pouvais pas l'entendre. Et pour l'entendre, j'étais obligée de l'accélérer pour que ça puisse en fait arriver à mon oreille. C'est comme quand vous, là je vais parler aux anciens, quand vous accélériez une cassette audio, ça faisait un petit son. Si vous écoutiez ça, ça faisait un son plus aigu, parce que le son en fait était accéléré. Donc ça, pour nous en tout cas, ça rentre dans le domaine de l'audible. Et puis les sons d'ultrasons, je vais vous en faire écouter aussi tout à l'heure. Là, on va les ralentir pour que vous puissiez les écouter. Donc une onde sonore va nous donner cette information, la fréquence, et puis l'amplitude du signal, ça va nous donner l'énergie. Et ça, cette énergie-là, j'en parle très peu, mais c'est l'intensité sonore, le niveau sonore, on en parle, c'est en décibels. Donc ici, je vous ai mis la bande
les niveaux sonores que l'homme peut, du plus faible qu'il est capable d'entendre jusqu'au plus fort qu'il est capable de supporter, si vous voulez. On est sur une échelle comme ça d'environ 100 jusqu'à 160 décibels. Donc moi là, je parle à peu près à 1200 Hz et j'émets un signal sonore à peu près à 60 décibels. Mais bon, là il est un peu voilà. Alors, autre chose, une particularité sous l'eau, c'est que, et c'est pour ça que l'acoustique sous-marine, ça marche très bien, c'est que l'eau de mer porte très bien le son. Ici, vous avez une petite animation où vous voyez un signal sonore arriver au plongeur en 2 secondes et dans l'air à la personne qui est sur le bateau au bout de 9 secondes. Ça, c'est la vitesse du son. C'est la vitesse à laquelle le son va être porté. Et dans l'eau de mer, elle est 5 fois plus grande que sur Terre. Que dans l'air, en fait. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est important et dont les animaux, en fait, ont vraiment tiré cette spécificité du milieu marin. C'est que le son se propage plus vite que dans l'air. Donc ça, c'est dû à la température, la salinité de l'eau. Donc ça, c'était ma petite partie un peu de recherche, mais plutôt de terminologie pour qu'on puisse mieux se comprendre aussi après. Alors comment est-ce qu'on va capter les sons de l'océan? Donc comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, on va mettre un micro sous l'eau. Alors ça va pas être un vrai micro comme celui-ci, mais c'est le même principe que le micro. On va avoir une onde mécanique qui va se transformer en un signal électrique à l'intérieur du micro. Sauf que là, ce système-là sera dans un boîtier étanche pour qu'il puisse supporter d'être immergé. Et on va ainsi mettre un petit micro sous l'eau et le relier par exemple à un ordinateur. Ou alors, on peut mettre un micro sous l'eau, mettre un système de carte d'acquisition et de stockage de la donnée, quelques piles, et refermer tout ça dans un boîtier étanche et émerger ça dans l'eau pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ou même plusieurs années. Moi, c'est ce que je fais, c'est de l'acoustique passive en laissant émerger un instrument, comme vous pouvez voir ici sur la photo, pendant plusieurs mois. Et cet instrument, finalement, il va m'enregistrer tout le paysage sonore sous-marin et moi, je fais rien. Quand on travaille sur les mammifères marins, ceux qui travaillent sur l'acoustique sous-marine, ceux qui utilisent le dispositif de suivi d'acoustique passive, ils voient jamais d'animaux. On dit toujours, c'est pas marrant, vous voyez jamais les animaux, mais c'est vrai en fait. On va sur le terrain, on va mettre à l'eau un instrument, on récupère l'instrument et on voit rarement les animaux. Mais on en entend énormément. Tout le travail en fait se fait après, si vous voulez. Donc ici, vous avez un schéma un peu de ce que je fais en recherche. Donc je vais mettre un instrument à l'eau, ensuite je vais récupérer l'instrument, et seulement là j'aurai accès à la donnée. Je vais traiter la donnée, et ensuite je vais l'interpréter. Alors, mettre un instrument à l'eau, ça veut dire qu'on entend quoi? Alors ici, vous avez un schéma un peu d'un monde sous-marin, et ce qui se passe aussi en surface. Quand vous mettez un micro sous l'eau, vous allez entendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont faire des sons. Et le paysage sonore sous-marin, il va être divisé en 3 catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est son de la Terre. Ce sont des sons d'origine naturelle, mais qui ne sont pas biologiques, qui sont émis par la planète, en fait, tout simplement. Donc vous allez retrouver le son de la pluie sur l'eau, du vent. Vous allez retrouver aussi le son des tremblements de terre, des volcans aussi. Et puis dans les milieux polaires aussi, vous pouvez entendre des sons de la glace. Donc là, je vais vous faire écouter, par exemple, un tremblement de terre. Alors, c'est des sons de très très basse fréquence, donc ils ont été accélérés. Il faut imaginer que ce petit enregistrement-là, dans la réalité, ça dure plusieurs minutes. Donc on a entendu une éruption, un tremblement de terre, là c'est tremblement de terre, c'est pas éruption volcanique, on en entend aussi mais j'en ai pas mis, sur cet exemple-là. Après, je vous ai parlé un peu des crissements d'iceberg.
vous avez besoin de sons d'ambiance, vous me demandez. Et je vous en donnerai, ceux-là sont très bien. C'est donc des crissements d'iceberg. Donc ça fait vraiment une signature sonore particulière selon la taille de l'iceberg. Et on en entend énormément quand on met des micros sous l'eau, par exemple dans l'océan austral, au pôle sud. Donc ça, c'est pour la géophonie. Ensuite, on va retrouver les sons d'origine naturelle, biologique. Donc beaucoup d'animaux émettent des sons sous l'eau. J'en parlerai le reste de ma présentation, bien sûr, les mammifères marins. Mais vous allez aussi avoir beaucoup d'espèces de poissons qui vont émettre des sons sous l'eau. Et puis, un peu moins connus, mais qui émettent beaucoup de sons sous l'eau aussi, les crustacés et les mollusques. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de sons émis par les poissons. Les poissons vont avoir différents organes pour produire des sons. Certains vont faire bouger un peu leur vessie natatoire, ils vont la gonfler, la dégonfler. D'autres vont frotter leurs écailles en fait pour émettre des sons. Ou alors on va avoir des crissements de dents, par exemple. Ici, c'est un son qu'on peut retrouver en Méditerranée. C'est le corbe. Alors on peut faire du suivi par acoustique passive des populations de poissons, justement pour voir l'état de santé, par exemple, d'un récif corallien. Et ici, vous avez le son, une petite vidéo d'un poisson de récif corallien qu'on appelle la demoiselle, qui, elle, va émettre des sons pendant la période de reproduction. On n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien parce qu'il y a tout un crépitement derrière qui n'est pas un petit feu c'est pas un petit feu qui claque. Hein, non, c'est les crevettes et autres crustacés benthiques qui eux font énormément de sons. Alors cette crevette, ce qu'on appelle la crevette claqueuse, a une pince hypertrophiée. Et avec sa pince, en fait, elle a créé des petites bulles d'eau qui vont éclater, et c'est ça qu'on va entendre, en fait. C'est cette explosion de bulles. Et quand on a un enregistreur à côté de crevettes claqueuses, en général, c'est difficile d'exploiter autrement les données que pour étudier la crevette claqueuse. Elle fait beaucoup de bruit. Alors là, un autre animal dont vous ne soupçonnez peut-être pas le son, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc c'est pareil, il faut faire un peu silence parce qu'elle, c'est pas très fort. Voilà, c'est assez discret. Donc on peut étudier les gisements de coquilles Saint-Jacques en étudiant le son, mais c'est pas très pratique. Les gens préfèrent, enfin en tout cas les scientifiques préfèrent leur mettre des petits capteurs directement sur elle. La coquille Saint-Jacques. Et ensuite, j'en parlerai un peu plus, mais je vais quand même vous faire écouter les sons des mammifères marins. Donc ici, on a ça, ce sont des globicéphales, mais quand on ne sait pas vraiment ce que c'est, on pourrait se croire dans une forêt avec des oiseaux, en fait. Ça piaille beaucoup. Et il y a d'autres espèces de baleines qui émettent d'autres types de sons, par exemple celui-ci. Voilà. J'aurais pu travailler sur celle-là, mais j'ai eu le rorqual commun, moi. Mais c'était pas mal aussi, c'était assez simple. Alors, la dernière catégorie, avant de vous parler plus des baleines, je vais quand même parler d'une dernière catégorie de sons que compose le paysage sonore sous-marin. Ça va être tous les sons des activités humaines. C'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc ce sont des sons qui sont croissants, évidemment, à mesure que l'homme a commencé à explorer et exploiter les océans.
On retrouve différentes catégories. On a évidemment le trafic maritime, qui est un son constant qu'on entend tout le temps. Et d'ailleurs, pendant la période du Covid, on a remarqué que, comme il y a eu beaucoup une grosse diminution du trafic maritime, en fait, le bruit ambiant océanique avait bien chuté pendant ces quelques mois. C'est vraiment une contribution permanente de l'homme, en tout cas dans le paysage sonore sous-marin. On va retrouver aussi les exploitations, les explorations et les exploitations pétrolières, et puis tout ce qui va être industrialisation et anthropisation des milieux, des côtes. Je vais quelques exemples ici à vous faire écouter. D'abord, je vais vous montrer le trafic maritime, et là c'est pour vous montrer, c'est une vue des routes en fait qu'utilisent les cargos et autres porte-conteneurs dans nos océans. Donc c'est vraiment des routes, hein, c'est comme nos autoroutes, c'est exactement pareil. Ils ont des voies maritimes, ils vont passer régulièrement et créer comme ça des routes. Donc évidemment l'hémisphère nord est beaucoup plus exposé en tout cas au bruit du trafic maritime que l'hémisphère sud, mais c'est un son qui est de très basse fréquence et qui du coup se propage sur de grandes distances. Et ici, vous avez un enregistrement d'un navire qu'on a entendu quand on a récupéré un de nos hydrophones. Et qu'on entend à la fois le moteur, les pales. C'est un son très régulier. Je ne sais pas s'il y a des oreilles d'or dans la salle qui sont capables de détecter exactement le nombre de pales du bateau, mais voilà, ça fait vraiment ce bruit-là et en permanence. Il y a une autre source sonore qu'on entend beaucoup dans l'océan, c'est tout ce qui va être exploration pétrolière. En fait, quand on veut explorer les couches sous l'océan, les couches de sédiments sous l'océan et repérer s'il y a des nappes de pétrole, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une énorme impulsion de très basse fréquence et de forte intensité dans l'océan et on regarde un peu la réverbération de ce son-là sur les couches du plancher océanique. Et ça, c'est pas en permanence, mais quand ils font de la prospection pétrolière, ça peut durer plusieurs jours. Donc ça va être un son comme ça qui va revenir sans arrêt. Ça, c'est les sons qu'on a enregistrés dans l'océan Indien. Et un autre son aussi qu'on peut entendre, par exemple, alors là il n'est pas très fort, c'est lorsqu'on va installer sous l'eau des éoliennes. On va devoir enfoncer la structure des éoliennes en fait dans le sol, et on va entendre aussi pendant la phase de construction ce genre de signaux qui vont revenir aussi régulièrement. Donc la pollution sonore, c'est quelque chose, c'est vraiment une pollution au même titre que la pollution plastique, que la pollution hydrocarbures. La pollution sonore dans nos océans, elle est bien surveillée. On essaye de travailler. Il y a beaucoup de groupes de travail internationaux qui essayent de mieux l'étudier et puis essayer de la limiter en diminuant la vitesse des bateaux, par exemple, ou en évitant que les bateaux restent au moteur. Par exemple au large des quais ou au large d'un port pendant plusieurs jours, alors qu'il peut y avoir des espèces qui sont sensibles au son au même moment. Donc tout ça, ça va former, c'est ce que je montre ici, les paysages sonores sous-marins. Et donc moi, je vais vraiment faire un focus à partir de maintenant sur les sons des cétacés. C'est parti. Alors les cétacés, donc là je reviens un petit peu parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec les cétacés. Les cétacés, ce sont donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des mammifères terrestres qui sont revenus à l'eau il y a très longtemps. Et on retrouve, il n'y a pas beaucoup d'espèces de cétacés en fait par rapport à d'autres
d'autres groupes d'animaux par rapport aux oiseaux ou aux poissons. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a que 90 espèces de cétacés, mais on en découvre encore de nos jours parce que certaines espèces vivent vivent au plein milieu de l'océan et ne remontent très peu à la surface. Enfin, sont très difficiles à voir, donc on en découvre encore régulièrement. 90 espèces de cétacés dans le monde qui sont séparées en 2 catégories, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On va retrouver les mysticètes qui sont les cétacés à fanon, donc elles n'ont pas de dents. À la place des dents, elles ont fixées sur leur mâchoire supérieure des lames de kératine, c'est un peu comme nos ongles si vous voulez, des lames comme ça, comme une sorte de radiateur, hein, on voit ça ici. Et ces baleines à fanon, elles vont, c'est les plus grosses baleines en fait, c'est toutes ces catégories-là. Ce sont des baleines qui vont avoir sur leur ventre ici des sillons ventraux et qui ont, si vous préférez, une sorte de gorge extensible et qui vont engouffrer des quantités d'eau, donc des milliers de litres d'eau. Et dans cette eau-là, on va retrouver sa nourriture. Et une fois qu'elle a engouffré cette eau-là, elle va fermer sa gueule et elle va laisser sortir l'eau comme une passoire en fait, si vous voulez, et elle va conserver les crevettes à l'intérieur de sa bouche. Donc ici, vous avez une baleine qui vient, par exemple, d'engouffrer de l'eau et qui commence à sortir son eau de sa bouche. Donc les fanons vont servir à ça, hein, à filtrer l'eau. Donc ce sont ces animaux-là qui vont manger des petits poissons et des crevettes. Et puis on va avoir l'autre catégorie, c'est les odontocètes, c'est les baleines à dents. Donc ça va être tout ça. Donc la plus grande baleine à dents, ça va être le cachalot. Et la plus petite baleine à dents, ça va être le marsouin. Le cachalot, on est sur une espèce à peu près 15 mètres, et le marsouin, on est sur une espèce de juste 1 mètre. C'est tous les dauphins, les orques, les belugas, les baleines à bec. Donc eux, ils vont avoir des dents dans leur mâchoire, donc soit sur leur mâchoire supérieure et leur mâchoire inférieure, comme vous pouvez voir ici sur un crâne d'orque, mais certaines espèces vont en avoir par exemple uniquement sur la mâchoire inférieure. Alors ces cétacés-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des prédateurs supérieurs, ce sont des chasseurs. Eux, ils vont pas du tout avoir la même stratégie d'alimentation qu'une baleine à fanon. Eux, ils vont vraiment chasser un poisson et le croquer. Ici, vous avez différents exemples. On voit les dents du cachalot, ici. Alors ici, au muséum, on a la chance d'avoir beaucoup de spécimens de mammifères marins, de squelettes de mammifères marins, où on peut bien observer tout ça. Ah oui, j'ai pas la souris. Mais ici, voilà, on voit les dents sur la mâchoire inférieure. Ici, vous avez une pseudorque qui mange un poisson volant. Et ici, vous avez aussi les orques, qui sont les seuls mammifères marins à chasser d'autres baleines. Et là, on voit chasser un petit baleineau. Donc ces animaux-là, c'est vraiment les chasseurs. Donc on a les mammifères qui vont avoir des fanons, qui vont engouffrer de l'eau avec des crevettes, et des chasseurs. Et comme ils n'ont pas une vue extraordinaire, ces animaux-là, au cours de leur évolution, ils vont vraiment développer des mécanismes de production de sons pour se repérer et faire leur vie, en fait, se repérer, communiquer. Les baleines à fanon, elles vont avoir un système de générateur acoustique, en fait, pour produire en tout cas du son sous l'eau. Alors, ce sont des animaux qui ont vraiment, qui se sont adaptés au milieu marin. Par exemple, leur narine, elle n'est pas au bout de leur nez. Leur narine, elle est au-dessus de leur dos. C'est ce qu'on appelle des évents. C'est les deux trous que vous voyez ici. Donc, elles vont respirer en sortant un peu leur dos de la surface. Elles vont respirer de l'air et elles vont capturer cet air-là pour respirer, mais aussi pour produire des sons. Parce que ces animaux-là, ils ne produisent pas des sons comme nous, on chante à la bouche ouverte. Ils vont vraiment garder le son, l'air à l'intérieur d'eux, et ils vont avoir un système qu'on appelle... ils vont avoir
des sacs laryngés qui vont faire circuler l'air, en tout cas, entre les poumons et ici le sac laryngé. Et en faisant circuler l'air comme ça, ils vont, si vous voulez, exciter en fait des cordes vocales. Et c'est comme ça qu'ils vont être capables de produire le son. Alors c'est pas facile à expliquer. Et en plus, c'est des découvertes qui sont très récentes. Et on s'est aperçu que toutes les baleines à fanon n'ont pas exactement le même mécanisme de production de son. C'est encore très peu connu. Ils ont des sortes de cordes vocales, mais c'est pas vraiment des cordes vocales, qui vont faire vibrer en circulant l'air des poumons au sac laryngé. Et ils vont faire du coup des sons, ils vont être capables de produire comme ça des sons de très basse fréquence qui vont durer très longtemps. C'est ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure et je vous en ferai encore écouter. Donc ça, c'est les baleines à fanon. Ils ont ce système de production de sons. Et les baleines à dents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, c'est des chasseurs. Et les baleines à dents, ce sont des espèces qui vivent souvent en bande, en groupe. Donc, ils vont développer au cours de l'évolution 2 systèmes de production de sons, à la fois pour communiquer et pour se repérer dans leur environnement. Comme ce sont des chasseurs, si vous voulez, ils ont besoin d'avoir un radar, et ils ont développé au cours de leur évolution un radar au-dessus de leur crâne. Ici, ils sont capables d'envoyer un signal sonore qui va se répercuter sur un objet ou un poisson, et ce signal va revenir et l'animal va être capable d'avoir une image, si vous voulez, comme un radar de son environnement, de son environnement. Donc ça, c'est le système d'écolocalisation. Ils vont envoyer un petit signal qu'on appelle un clic qui va leur revenir. Et à mesure qu'ils vont se rapprocher d'une proie, par exemple, le clic va être de plus en plus court. Donc ça, c'est leur premier système. Et leur deuxième système, ça ressemble un peu à ce qu'ont les baleines, mais un peu plus simplifié. Ils vont avoir... l'air va venir sur leur évent ici, et ils vont, si vous voulez, moduler un organe qu'on appelle le museau de singe ici, ou des lèvres phoniques. C'est un peu comme si vous soufflez dans un ballon, et puis vous faites enlever l'air du ballon comme ça, en ouvrant tout doucement le ballon, vous allez entendre un sifflement. C'est ce qu'ils vont faire aussi les dauphins. Donc ils vont siffler comme ça pour communiquer avec leurs congénères. Donc là, je vais vous faire écouter un enregistrement de baleine à dents. Vous allez entendre des clics et des sifflements. Alors le clic un peu métallique, ça c'est caractéristique d'un cachalot. Ça fait vraiment un clic qui est dans l'audible pour le coup, et qu'on entend souvent, très souvent quand on met un micro sous l'eau, on entend des clics de cachalot. Pour vous illustrer ça, le système d'écolocalisation, j'ai 2 petites vidéos à vous montrer qui sont assez amusantes. La première, c'est un marsouin. Alors le marsouin, c'est l'animal qui émet les sons les plus aigus dans l'océan. Et donc c'est une vidéo où le son va être ralenti pour que vous puissiez l'entendre, et du coup on a dû ralentir aussi le dauphin qui s'approche du poisson. Et puis après il y a une autre vidéo, je vous montrerai, j'en parlerai après. Moto qui démarre, c'est vraiment le clic d'écolocalisation de marsouin. Et ici, vous allez entendre d'autres clics. Et alors ici, vous avez un poisson qui est accroché à une palangre, à une ligne de pêche, si vous voulez. Là, vous allez avoir un cachalot qui va essayer de...
Donc là, on a un son régulier derrière un peu, c'est un autre cachalot, et le petit son très accéléré, ça c'était ce cachalot-là, voilà ça, il a perdu son poisson. Voilà. Donc c'est vraiment, je sais pas si hier il y en avait qui étaient à la présentation sur les chauves-souris, mais en tout cas ça va vraiment leur donner une vue de l'environnement. C'est indispensable pour ces animaux-là. Donc on va avoir, les sons vont vraiment être importants pour les mammifères marins. Donc évidemment pour les baleines à dents, indispensable pour se repérer, pour chasser et donc s'alimenter. Les baleines à dents, elles vont aussi émettre des sifflements, à l'exception de 2 espèces, le cachalot et le marsouin. Ce sont des espèces qui vont faire que des clics d'écolocalisation, qui ne vont pas siffler. Alors c'est pareil, c'est une grande inconnue, on ne sait pas pourquoi ils ne savent ou ils ne peuvent pas siffler. En tout cas, les cachalots, eux, ont développé, c'est des recherches assez récentes, une sorte de morse, si vous voulez, avec leurs clics. Donc ils vont produire des clics comme du morse pour communiquer avec leurs congénères. Les sifflements et les sifflements des baleines à dents et les chants des baleines à fanon, ça va être vraiment un outil pour communiquer, pour rechercher des partenaires. Certains chants de baleines, par exemple, vont être émis uniquement par les mâles en période de reproduction pour attirer les femelles ou repousser les autres mâles. On va avoir certains sons qui seront des sons de contact entre une mère baleineau, par exemple, et son petit. On va avoir des sons de bande, notamment chez les orques. Les orques, ils vivent en famille. C'est une société matriarcale. Vous allez avoir la mère, et puis elle va avoir tous ses enfants avec elle. Et cette famille-là, ce qu'on appelle un pod, va émettre un répertoire vocal qui lui sera propre, et qui sera différent d'une autre famille. Et en période de reproduction, par exemple, les femelles et les mâles de familles différentes vont essayer de se retrouver par le son, justement, pour se reproduire et éviter ainsi la consanguinité. Elles vont chercher des mâles ou des femelles qui auront le dialecte le plus opposé au leur, en fait. Chez certains dauphins aussi, des signaux sonores sont caractéristiques de l'individu. C'est des recherches très récentes qui montrent que des dauphins, les grands dauphins, vont émettre un signal particulier pour se présenter, en fait, pour s'identifier dans une population. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu l'importance des sons et à quoi ça sert aux cétacés de produire des sons. Et pour moi, biologiste, c'est super parce que ça veut dire que ce sont des animaux qui sont extrêmement vocaux. Puisqu'ils font de l'écolocalisation, ça veut dire que si j'entends, si j'ai un dauphin qui est présent à côté de mon hydrophone, c'est qu'il va émettre des sons. Enfin, s'il est présent et qu'il émet des sons, c'est qu'il est là. Et bon, s'il n'est pas là, c'est soit il se tait ou soit je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient des répertoires vocaux comme ça et qu'ils émettent beaucoup de sons sous l'eau, ça permet comme ça en fait de les étudier plus facilement. Alors, petite question. Alors ça, c'est encore un petit peu de. Oula, il avance tout seul lui. Comment est-ce qu'on va visualiser les sons? Alors moi on me dit t'es biologiste, c'est trop bien, t'écoutes en plus les sons des baleines, tu dois faire ça toute la journée, avoir un casque sur ta tête et écouter les sons, mais ça c'est faux. Le bioacousticien ne fait très rarement ça. En général, le bioacousticien, il va utiliser des outils mathématiques pour pouvoir visualiser le signal sonore, un peu comme une partition de musique. C'est pour ça que j'ai représenté avec la partition de musique. Ils vont créer ce qu'on appelle un spectrogramme, donc une représentation de l'onde sonore que je vous ai montré tout à l'heure, mais pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce signal. Donc comme une partition de musique, vous allez retrouver les fréquences ici, de la plus basse fréquence à la plus haute fréquence, et puis le temps qui défile là. Et quand on enregistre un signal, par exemple ici de dauphin, vous allez entendre les sifflements à mesure qu'on voit. Je crois que c'est un petit peu décalé là.
Alors là, on va entendre que ce qui se passe là où il y a l'oreille, hein, entre 20 et 20 000 Hz pour ceux qui ont des très bonnes oreilles. On est un petit peu décalé. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, on n'en entend pas. D'où l'importance de représenter le son sous forme de spectrogramme et d'étudier en fait les spectrogrammes, parce que sinon on est limité à notre capacité d'audition à nous-mêmes. Donc là, je vais vous montrer le spectrogramme de du fameux Rorqual commun, sur lequel j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Donc c'est un son qui est accéléré. Donc on voit les deux petites notes là. Donc elle fait ça sans cesse. Elle peut faire ça pendant 20 minutes et après elle va revenir à la surface pour respirer et après elle recommence. C'est un son qui n'a pas évolué depuis qu'on enregistre, depuis ce fameux battement de cœur qu'on a entendu dans les années 50 sur les enregistrements de la marine. Ce son n'a pas évolué, c'est toujours le même, c'est un signal à 20 Hz répété. Alors il y a des petites variantes selon où on se situe dans les océans, parce que le Rorqual commun, c'est un cétacé qu'on retrouve dans tous les océans. Parfois, on a, comme cet exemple, l'impulsion, elle est mise en double. Parfois, on a une note un petit peu plus haut en fréquence, mais c'est très mystérieux, en fait, que tous les Rorqual communs émettent ce son-là depuis qu'on les enregistre. Et on n'arrive même pas trop à dire pourquoi est-ce qu'ils émettent ces sons-là. Est-ce que ce sont des champs de reproduction? Est-ce que ce sont que les mâles? Donc il y a eu quelques études qui ont montré que apparemment ce sont que les mâles qui émettent ces sons-là. Mais on a énormément de mystères sur ce Rorqual commun. Le Rorqual commun, c'est la deuxième espèce la plus grande au monde, après la baleine bleue, d'animal vivant sur notre Terre, qui est très méconnue. Une baleine qui est beaucoup plus connue, donc c'est cette fameuse baleine à bosse. Donc pour le plaisir, je vais vous faire écouter des enregistrements de baleines à bosse qui ont été faits au large de l'île de la Réunion. Alors, la baleine à bosse, elle est très marrante parce que vous avez peut-être entendu, au début on a entendu une première note et après elle a répété une autre note plusieurs fois. Alors, ces baleines à bosse sont très vocales. Ce sont les mâles qui émettent ça en période de reproduction. Donc c'est des chants qu'on va enregistrer plutôt dans les eaux dans les tropiques, parce que ce sont des baleines qui vont se nourrir au niveau des pôles, au pôle Nord et au pôle Sud, pendant l'hiver. Et pendant l'été austral et l'été boréal. Et ensuite, elles vont migrer, elles vont parcourir des milliers de kilomètres pour aller dans des zones, des eaux plus chaudes en fait, où elles vont se reproduire. Et c'est à ce moment-là qu'on va entendre les mâles chanteurs qui vont émettre ces sons-là. Donc, on sait que c'est émis par les mâles et on sait que les sons sont très complexes parce qu'ils vont créer des sortes de chansons, si vous voulez. On va avoir la première unité que vous avez entendue, celle-là. C'est ce qu'on appelle une unité sonore. Celle-là, la première. Et après, elle va enchaîner avec d'autres unités sonores, par exemple ici, 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 pour créer une phrase. Et cette phrase-là que vous entendez, enfin il y en a plusieurs, elle va la rejouer exactement pareil. Voilà. Et après, elle va changer d'unité sonore
ou créer une autre phrase. Et elle va répéter ça et former comme ça des chants avec des thèmes différents. Donc là, on va avoir le chant A, le chant c'est le thème A, suivi du thème B, suivant du thème C. C'est vraiment des musiciennes, en fait. Elles vont vraiment créer comme ça une composition sonore. Donc c'est très complexe parce que les unités sonores, elles vont varier en fait d'une région à l'autre, d'une population à l'autre. Et là, vous avez un exemple de phrase que peut émettre des baleines à bosse qu'on va retrouver sur l'île de la Réunion. Et ce qui est très curieux chez ces animaux-là, c'est que d'une année à l'autre, en fait, elles vont se transmettre des chants d'une année à l'autre et d'une population à l'autre. Vous pouvez avoir une population de baleines à bosse qui appartiennent au même groupe, qui va émettre une chanson particulière. Et quand il y aura un contact avec un autre individu, ce chant va être transmis. Alors on ne sait pas encore bien comment, mais en tout cas, elles vont être transmises à cet autre individu. Et comme ça, ils vont tous chanter la même chanson. Ce sont des baleines qui vont migrer, donc qui vont toutes se retrouver à un moment donné en Antarctique, et ensuite elles vont chacun partir dans différents endroits. Et ce qu'on a remarqué, c'est que des chants qu'on entendait beaucoup, alors là c'est le Pacifique, dans l'est du Pacifique, au fur et à mesure des années, c'est ce qu'on voit ici, ça va se transmettre alors à chaque fois je ne sais pas, de l'ouest du Pacifique à l'est du Pacifique. Parce qu'à un moment donné, il y a dû y avoir des contacts entre baleines bleues, population de baleines à bosse, pardon, et elles se sont transmises comme ça le chant. C'est vraiment une révolution culturelle, en tout cas, chez ces baleines-là, c'est qu'elles sont capables, en tout cas, de se transmettre un chant et de le reproduire les années suivantes, quoi. Il y a un peu le tube de l'été, si vous voulez, dans une région, et puis ce tube de l'été, il va arriver avec quelques années de retard dans une autre région, quoi, de l'océan. Donc elles, ce sont des grandes musiciennes, mais il y a encore des plus grandes musiciennes, c'est les baleines boréales. Donc ça, c'est un enregistrement que m'a prêté une collègue à moi qui travaille sur les baleines boréales. C'est les baleines du Groenland, donc c'est les baleines qu'on retrouve au pôle Nord. Et elle étudie ces chants-là. Alors elle enregistre ces baleines sous la glace. Et elles, ce sont de véritables chanteuses de jazz. Et donc ma collègue Kate Stafford qui les étudie, elle a commencé à vouloir les étudier un peu comme les baleines à bosse, en essayant de faire des répertoires, des phrases, des unités sonores et tout ça. Et elle s'est rapidement arraché les cheveux parce que ces baleines-là changeaient tous les jours de chant. Même dans une journée, elle changeait aussi de chant. Elle a répertorié 184 mélodies différentes en 3 ans. On n'a aucune idée de pourquoi elles font ça. Et puis pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de varier autant leur son. C'est vraiment des recherches vraiment très récentes. Et ici, vous voyez une année de données ici. Et là, chaque bâton représente une heure, enfin une journée plutôt, avec des détections de baleines à bosse. Et donc, à une certaine période de l'année, elle en enregistre beaucoup, toutes les heures du mois. Et ici, vous avez la quantité de glace. Donc, ce sont des baleines qui vont émettre des sons uniquement quand il y a beaucoup de glace au-dessus d'elles. Donc, est-ce qu'elles utilisent ça comme un peu le sonar qu'elles n'ont pas, parce que ce sont des baleines à fanon, elles n'ont pas de sonar, pour se repérer dans tout ça. C'est encore très mystérieux. Donc ensuite, je vais revenir un petit peu à ma recherche à moi, ce que je mène à l'ENSTA. Donc moi, je fais faire des suivis par acoustique passive sur 2 populations, enfin sur dans 2 grosses régions, si vous voulez. J'ai commencé à travailler au Canada, mais après je suis vite revenue. Il faisait trop froid. Je suis vite revenue en France.
Et en France, j'ai eu la chance de travailler dans les terres australes et antarctiques françaises. Donc ce sont des petites îles qu'on va retrouver ici, dans l'océan Indien, donc dans le sud de l'océan Indien. Il y a des petites îles avec des bases militaires et des bases de recherche. Et j'ai eu la chance d'enregistrer, enfin en tout cas de travailler sur des enregistrements qui avaient été pris dans cette zone-là. Ça, c'était pendant ma thèse. Et depuis, on a multiplié les points d'écoute dans cette zone-là. Donc, c'est ce que vous voyez. Tous les petits points ici, ce sont des endroits où on met des enregistreurs autonomes et qu'on va enregistrer. Enfin, c'est tout des zones de suivi. Alors, cette zone-là, c'est spécifique pour étudier les baleines bleues, les rorquals communs ou les petits rorquals, et puis aussi les orques et les dauphins de Commerson. Donc c'est une aire d'étude sur laquelle je travaille beaucoup. Et récemment, avec l'Office français de la biodiversité, on a aussi voulu faire des suivis par acoustique passive le long de nos côtes, donc dans les façades Manche-Mer du Nord et puis la façade atlantique, pour s'intéresser à la présence des dauphins et des marsouins sur le long de nos côtes. Donc je vais faire d'abord un focus sur la baleine bleue, puis si j'ai le temps, mais je pense que ça va être un peu juste, je vous aurais fait écouter des dauphins. Donc là je vais aller un petit peu rapidement, mais c'est... vous êtes déjà des spécialistes. Donc ça c'est la baleine bleue, le plus grand mammifère vivant sur Terre, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Elle peut faire jusqu'à 35 mètres de long pour certaines spécimens, plus de 180 tonnes. Ce sont des animaux qui vont migrer, donc on va retrouver, elles vont se nourrir autour de l'Antarctique et autour de l'Arctique durant l'été, et ensuite elles vont venir, comme la baleine à bosse, je l'ai expliqué tout à l'heure, venir plus dans les eaux chaudes pendant l'été. Et le fait qu'elle soit migratrice et aussi prédictive, en fait, et qu'elle soit très grosse aussi, ça a été une espèce cible dans la chasse à la baleine. Chasser une baleine à bosse, ça représentait tellement de graisse, tellement d'huile pour allumer, pour faire fonctionner les moteurs. Et puis c'était un animal facile à trouver, en tout cas à l'époque. On a exploité pratiquement jusqu'à la fin. Il y a plus de 99,9% de la population de baleines à bosse, de baleines bleues, qui a été chassée en quelques décennies. Ici, vous avez le nombre de captures de baleines. Donc, il y a eu un arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après, ça a repris. Et ici, vous avez la population de baleines à bosse. Elle n'a fait que décroître en quelques décennies, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience et bon, surtout on n'en trouvait plus, une interruption de la chasse à la baleine. Donc ici vous avez, si vous voulez, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'était une espèce qu'on voyait très peu, qu'on connaissait peu, qui n'a pas beaucoup été étudiée en fait, à part quelques scientifiques qui se sont intéressés à ces baleines qu'on capturait, qui ont commencé à faire des mesures, à regarder un peu comment elles étaient faites à l'intérieur, et à tout doucement commencer à les étudier. Mais c'était déjà assez tard. Ici, vous avez une carte des captures, tous les endroits où on a capturé de la baleine bleue. Et quand ils ont pris leurs mesures, ils se sont aperçus que toutes les baleines bleues qui étaient capturées en dessous du 54e parallèle, elles étaient très grosses et elles étaient légèrement différentes. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait deux sous-espèces de baleines bleues. La sous-espèce de baleine bleue antarctique, qui était la plus grosse, et puis au-dessus, c'était des espèces plus petites, c'était des animaux plus petits, la sous-espèce de baleine bleue pygmée. Donc ça, c'est des choses qui ont été découvertes dans les années 60, donc c'est vraiment tard, et il y en avait quasiment plus. À l'œil nu, c'était très difficile de voir la différence entre ces deux espèces. Mais dans les années 70-80, on s'est rendu compte qu'avec l'acoustique passive, on arrivait à distinguer ces espèces. Parce qu'en fait, les baleines bleues, elles vont émettre des signaux qui vont être spécifiques. Alors, c'est pas des champs de reproduction. Elles vont émettre ces signaux toute l'année, qu'on soit en zone de reproduction ou en zone d'alimentation. Et c'est vraiment une identité de population, ce signal-là. Donc ici, vous avez une carte avec les 9
populations acoustiques de baleines bleues qu'on peut retrouver dans le monde. Vous allez avoir une seule population acoustique de baleines bleues en Atlantique Nord. Si vous mettez un micro à cet endroit-là, vous entendrez toujours le même chant de baleines bleues. 2 populations en Pacifique Nord. Et dans l'hémisphère sud, on a une plus grande diversité des populations acoustiques de baleines bleues. Et notamment dans l'océan Indien. D'où l'intérêt d'aller les étudier là-bas. Alors ce sont des sons de très basse fréquence et de très forte intensité qui vont se propager sur des centaines de kilomètres. Ici, c'est un son de baleine bleue antarctique qu'on a accéléré pour que vous puissiez l'entendre. Donc, comme l'aurore calcoma, elle va émettre ce signal-là sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle aille en surface respirer, et ensuite elle va replonger et elle va réémettre ce chant-là. Donc pareil, c'est des chants qui ont très peu varié depuis qu'on les enregistre. Le signal, en vrai, il dure quasiment 1 minute. Donc il faut vraiment imaginer que c'est quelque chose de très 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 long, avec cette forme un peu de Z. C'est pour ça qu'on appelle ça le Z-call de la baleine bleue antarctique. Donc on l'enregistre à la fois autour de l'Antarctique, mais aussi dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, on va aussi entendre d'autres chants, donc le chant des baleines bleues pygmées. Je vais vous faire écouter ça pour finir, qui elles vont être un peu plus complexes, mais on est loin de la baleine à bosse ou de la baleine boréale. Comme ça pendant très longtemps. Je vais vous faire écouter une autre espèce, ça c'est celle du nord de l'océan Indien, qui est plutôt, on appelle la baleine bleue du Sri Lanka. Elle va continuer à répéter ça aussi pendant des heures. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait au laboratoire de recherche dans lequel je travaille avec l'Université de Bretagne occidentale, on a mis en place un observatoire en fait hydroacoustique de la sismologie et de la biodiversité, on l'a appelé Oasis Bio. Et l'idée, c'était de travailler avec des géophysiciens qui, eux, vont écouter les tremblements de terre et les volcans. Et nous, on va écouter les baleines. Et eux, ils écoutent aussi la glace. Et nous, on va mettre ensemble, conjointement, on va mettre à l'eau des enregistreurs en plein milieu de l'océan Indien. On va les laisser pendant 1 année et comme ça, on aura un bel échantillon du paysage sonore sous-marin. Et comme on travaille, moi en tout cas, je travaille sur des espèces migratrices, je pourrais savoir quand est-ce que les baleines viennent dans cette zone, repartent de cette zone, occupent telle et telle zone en fait. Donc l'observatoire Oasis Bio, c'est celui-là. C'est tous les petits points noirs que vous voyez là dans l'océan Indien. On l'a mis à l'eau pendant 10 ans et tous les ans on revenait sur zone pour récupérer l'enregistreur. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on met à l'eau un enregistreur à une position fixe dans l'océan Indien? Il faut un gros bateau, donc on utilisait le Marion Dufresne pour faire ça. Et en fait on va déployer un mouillage océanographique, donc ça veut dire à peu près 3000 mètres de câble, un petit largueur acoustique qui va nous permettre de se détacher, un lest bien lourd, un petit largueur acoustique, notre hydrophone qui va être dans une bouée, mais qui ne va pas être à la surface, qui va être à une certaine profondeur. Et l'idée, c'est de mettre à l'eau cet instrument-là, de connaître la position exacte. L'enregistreur va enregistrer de manière autonome pendant 1 année. Et l'année d'après, on va venir sur zone, on va interroger le largueur acoustique, on va lui envoyer un signal, une commande si vous voulez, on va lui dire largue ton anneau. Donc là, il va décrocher un anneau et la bouée va remonter en surface. Et là, on pourra enfin récupérer... oula, je suis passée direct à la fin. C'est pas ça que je voulais faire, pardon.
on va directement récupérer la bouée. Donc là, c'est une bouée qu'on avait immergée à Noël. Vous voyez, il a un petit fannou avec un paquet cadeau. Ça, c'est quand tout se passe bien. La réalité, c'est vraiment, en général, c'est ça. Il faut arriver à repérer cette petite bouée là, en surface. Donc c'est tout petit dans l'immensité de l'océan. Et ensuite, il faut toute une équipe de choc pour arriver à récupérer la bouée. Donc ça, c'est le bateau qu'on utilise pour déployer ces bouées-là, les récupérer. Donc la bouée, elle est repérée. Là, il y a un concours de lancer de grappins avec les boscos et les gens de l'équipage les plus érudits. Ils vont lancer comme ça un grappin pour essayer de récupérer la bouée, de l'accrocher au bateau. Donc là, on a récupéré la bouée. On va essayer de ne pas la faire passer sous le bateau parce qu'il y a un an de données à l'intérieur. Donc il ne faudrait pas la perdre, il ne faudrait pas que ça s'emmène dans les hélices. Donc on va lui faire tout le tour du bateau à cette bouée, comme ça. Et ensuite, on va essayer de l'accrocher sur le portique arrière. Et là, on doit remonter plus de 4000 mètres de câble. Donc c'est long, hein, il faut au moins 5 heures pour faire ce travail. Jusqu'à ce que la bouée arrive à bord avec ses précieuses données et qu'on puisse enfin voir ce qu'il y a dedans. Alors je vous mens pas, hein, des fois on récupère pas l'instrument, des fois l'instrument n'a pas fonctionné, des fois les données sont mal enregistrées. C'est très frustrant, mais voilà, parfois on tombe sur ça. Donc là, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un spectrogramme. Ici, vous avez un spectrogramme d'1 an de données. Et quand vous avez des zones très très rouges, par exemple ici, c'est très rouge parce que j'ai un brouhaha de chant de baleines qui vient là, à cette époque-là. Mon instrument n'a pas bougé, mais j'ai des baleines qui ont dû passer à côté et qui se sont mis à chanter. Et en zoomant, on voit justement les signaux apparaître. Et donc on va faire toutes sortes d'études là-dessus pour essayer de savoir c'est quoi la répartition géographique et de ces animaux-là, quand est-ce qu'elles sont présentes dans cette zone-là. Donc ça, c'était mon travail de thèse, le travail de mon postdoc aussi, et le travail de 2 de mes thésardes aussi qui ont travaillé après moi là-dessus pour au final arriver à faire une répartition en fait géographique de l'océan Indien, savoir exactement quelle espèce se trouve dans quelle zone. On va retrouver des zones où au même moment de l'année on va retrouver toutes les espèces. Et donc le travail d'après, ça consiste à regarder pourquoi est-ce que ces baleines sont là à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant pour elles, qu'est-ce qu'on a à manger dans cette zone-là, ça c'est tout, ou alors comment est l'habitat pour expliquer qu'elles se retrouvent là. Voilà. Après, j'ai toute une autre partie sur les dauphins, mais je pense que là, il est un peu tard. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup pour ce voyage local et international parmi tous ces océans et tous ces mammifères marins et tous ces sons. Nous avoir raconté aussi l'origine de ta vie de chercheur. Et en fait, moi, j'ai envie de commencer par une question justement un peu personnelle et pas forcément biologique. Comment s'est passée en fait ta carrière en tant que femme dans la recherche, dans cette recherche d'océanographie, de biologiste, où au début il y avait quand même pas mal d'hommes, je crois. Ouais. Et maintenant, oui. comment voilà. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la biologie, en tout cas, j'ai fait mes études au Canada. Et c'était surtout des chercheurs. Il y avait beaucoup de techniciennes, mais pas beaucoup de chercheurs, c'est vrai. Et après, je suis partie faire ma thèse dans un laboratoire de recherche où il y avait que des chercheurs. Il y avait beaucoup de thésardes, de doctorantes, et à la fin, en fait, il y avait vraiment beaucoup de chercheurs. C'était donc c'était dans les années, milieu des années 2000. Ça a vraiment beaucoup changé ces dernières années. Il y a de plus en plus de femmes qui vont continuer là-dedans et qui vont réussir à décrocher des postes de chercheurs, de maîtres de conf. On est de plus en plus nombreuses quand même. Mais c'est vrai que je me suis
enfin, je me suis interrogée à un moment donné. Pourquoi, en fait, pourquoi on avait très peu de scientifiques femmes, en tout cas dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que ça a changé. Maintenant, surtout quand on fait de la biologie, en fait, au début, tu commences en première année, on est beaucoup de filles à faire de la biologie, et puis au final, on n'a que des biologistes. C'était un peu curieux, mais je pense que ça a changé. Moi, je l'ai pas trop mal vécu, en fait. J'ai pas vu ça comme un frein du tout. Je me suis dit, bon, je serais peut-être la première bioacousticienne sur les baleines, mais en fait, il y en avait d'autres. Ouais. Il y en a d'autres qui sont venues ici, ouais, des copines à moi, qui ont fait leur recherche en parallèle de la mienne. Et puis aussi, j'avais beaucoup de chercheuses qui m'inspiraient beaucoup aussi, donc Kate Stafford, dont je l'ai signalé tout à l'heure, qui ont poursuivi ça et ont donné l'envie, en tout cas, de poursuivre les études, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'engagement que ça génère, en fait, d'être chercheuse au niveau de ton temps de travail, je ne sais pas si tu vas sur le Marion Dufresne ou pas, si tu vas chercher les données. En plus, là, je suis là avec mes enfants aujourd'hui, donc c'est vraiment, ça montre un peu. J'ai mes deux garçons qui sont là avec moi. Si, j'ai fait beaucoup de missions en mer pendant quelques années, et même tout début où j'étais maman. Maintenant, je le fais un peu moins. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressée aux espèces de métropole aussi. Je me suis dit, bon, la baleine bleue et tout, c'est bien, mais partir sur le Marion Dufresne, c'est quand même 6 semaines, et c'est souvent au moment des fêtes. Et puis après, j'ai eu des thésards qui étaient très ravis, des thésardes, parce que j'ai que des thésardes, c'est vrai, je fais pas de ségrégation, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai que des filles qui sont parties et qui étaient très contentes de prendre ma place, en fait. Donc voilà. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur les espèces de métropole. Donc là, c'était plus des sorties à la journée et tout, que je fais encore un peu. Mais là, en fait, c'est surtout d'être enseignant-chercheur qui m'empêche de faire des missions en mer, parce que j'ai une charge d'enseignement, et voilà. je dois être présente. Et puis j'encadre aussi beaucoup de personnes, en fait. Bien sûr. Et alors justement, pour rester sur la métropole, est-ce que si on peut mettre un hydrophone en Bretagne, sur l'Atlantique ou en Méditerranée, qu'est-ce qu'on peut entendre? Est-ce que c'est possible, en fait? Est-ce que finalement c'est accessible à d'autres personnes que les chercheurs? Alors là, c'est tout un volet que, en tout cas, nous on essaye de développer. Je vais quand même vous faire écouter un son de dauphin, si je peux. Si vous allez en Bretagne, par exemple, vous allez avoir une population de grands dauphins. C'est des populations sédentaires. Hein. Ils vivent en bande dans l'archipel de Molène. On a un autre groupe qui est sur l'île de Saint. Dans le golfe normand-breton aussi, on va trouver des grands dauphins. Et ils vont émettre des sons qui sont audibles en plus, donc on n'est pas obligé d'avoir un hydrophone très perfectionné. On en trouve de plus en plus sur le marché pour quelques centaines d'euros. Et en l'immergeant, on peut entendre ça. C'est de la donnée qui est très précieuse. Parce que la plupart des gens qui font ça, ils prennent le temps, en fait, de prendre des photos, et ça nous permet d'associer le chant à l'espèce. Parce que ce qui est très difficile pour les dauphins, en tout cas qu'on a chez nous, c'est qu'on a du mal à distinguer ça c'est un grand dauphin, ça c'est un dauphin commun, quand on n'a pas l'animal à côté. Donc on peut faire ça, et en Méditerranée, si vous avez la chance aussi d'y aller, là c'est plutôt des cachalots, ça va être d'autres espèces qu'on peut voir. Mais on a beaucoup d'espèces de cétacés le long de nos côtes. En Manche-Mer du Nord, on va surtout avoir le marsouin, donc c'est un animal qu'on n'entend pas trop, qui est très haute fréquence, qui est très discret. Mais après, en Bretagne et dans l'Atlantique, on va retrouver le grand dauphin et le dauphin commun. Et en Méditerranée, en plus de ça, on a le rorqual commun, on a aussi des globicéphales, d'autres espèces. C'est riche, ouais. Et alors, donc, si on met un hydrophone dans l'eau, qu'est-ce qu'on va entendre en premier? Est-ce qu'on va vraiment avoir des sons rapidement, ou des bruits de moteur d'abord? Ouais, si on veut observer, en tout cas enregistrer un groupe de dauphins, le mieux c'est bien sûr d'éteindre le moteur, de laisser un peu le bateau à la dérive, d'immerger son hydrophone. Si le groupe si c'est un groupe déjà, en général on va commencer à entendre les sifflements en premier, quoi. Donc, c'est vraiment assez systématique, en fait. Est-ce que les paysages sonores marins de nos côtes sont pollués? Est-ce que
On parle beaucoup de fermes éoliennes qui ont potentiellement un risque sur le monde sonore marin, à la fois aérien et sous-marin. Et sous-marin, oui. Ça va vraiment dépendre des zones dans lesquelles on est. C'est sûr qu'au large de Brest, quand on est vraiment dans le Goulet, on peut entendre du trafic maritime. Nous, on a émergé un hydrophone près d'un rail de navires marchands. Et oui, là, on entend, c'est beaucoup plus bruité, en tout cas, par du son anthropique, qu'au bord de la côte, où là, on est pollué, si on veut, pour notre recherche avec les crevettes. Donc c'est plutôt ça. Mais après la recherche, en tout cas la mise en place d'éoliennes, ça émet des sons en fait à toutes les phases du projet éolien, quoi. Donc il y a beaucoup de recherche en tout cas qui est fait là-dessus pour mieux comprendre les types de sons qui sont produits sous l'eau, parce qu'en fait les animaux ils vont pas tous être sensibles aux mêmes bandes de fréquences, c'est un peu comme nous, ils vont pas avoir les mêmes réactions non plus, donc il y a de plus en plus de précautions qui sont prises vis-à-vis de ça, d'essayer de ne pas faire des travaux très bruyants sous l'eau. Quand il y a, si on connaît la saisonnalité de présence d'une espèce, par exemple, ou alors d'essayer de réduire ce bruit à la base en essayant de bloquer le son avec des systèmes sophistiqués. Est-ce que toi ou tes collègues, vous êtes consultés pour justement estimer ces niveaux de bruit potentiels et de perturbation? Alors moi, je fais pas d'études d'impact, mais je suis dans la consultation des études d'impact qui sont menées. Donc il y a des groupes d'intérêt scientifiques qui sont formés autour de projets éoliens. Par exemple, moi je travaille sur le projet de Noirmoutier, l'île Dieu. Donc ils vont mettre en place une ferme éolienne. Donc là ils sont en phase travaux par exemple. Alors en phase amont ils nous ont expliqué un peu où est-ce qu'ils allaient faire de l'écoute sonore pour voir un peu les niveaux de bruit ambiant et l'évolution des niveaux de bruit ambiant. Où est-ce qu'ils allaient faire des observations et du suivi par acoustique aussi, parce qu'ils utilisent le suivi par acoustique justement pour savoir s'il y a des animaux. Et là ils sont en phase de construction, donc ils nous consultent régulièrement pour voir un peu les niveaux. Enfin, ils essayent de. Enfin, en tout cas, on est souvent sollicité, ouais. Vous êtes écouté. Et on est écouté. Bah oui, notamment sur les techniques de suivi, parce que le suivi par acoustique passif, par rapport aux observations visuelles, la puissance de ce type de dispositif de suivi pour étudier les mammifères marins, c'est que l'idée, c'est de le laisser le plus longtemps possible. C'est de laisser pendant 1 an, 2 ans. C'est beaucoup. Ça coûte quand même moins cher que de mettre en place des campagnes d'observation visuelle, et surtout c'est moins tributaire de la météo. Et sur nos côtes, la météo c'est quelque chose. Faire des études de suivi visuel sur les mammifères marins sur nos côtes, c'est compliqué. On a moins en Méditerranée, mais en tout cas en Manche et mer du Nord, les sorties sont souvent rares. Donc nous, on nous écoute dans le sens où si on nous dit, on va mettre en place un dispositif de suivi, on va s'assurer qu'il soit le plus long possible, qu'il regarde bien toutes les bandes de fréquences, qu'on va bien étudier tous les animaux, quoi, pas juste, voilà. Très bien. On est écouté. Benoît, est-ce que tu as une question? On va laisser le public. Alors, les premières mains qui se lèvent sont les prioritaires. Une question par bouche, s'il vous plaît. Merci, c'était passionnant, merci beaucoup. Moi, j'ai une question un peu technique par rapport aux procédures, aux démarches que vous devez faire pour poser ces écouteurs, enfin ces micros, parce que souvent, si je comprends bien, vous les mettez dans des eaux qui ne sont pas des eaux françaises, des eaux internationales ou qui appartiennent à d'autres pays. Quel est les chemins que vous devez faire? Parce que je trouve que c'est très délicat aussi au niveau géopolitique, poser des... Oui. Alors dans l'océan Indien, on est dans des eaux internationales, donc là on n'a pas besoin d'autorisation pour mettre à l'eau. Et puis quand on met à proximité des îles qui appartiennent à la France, des terres australes et antarctiques françaises, donc là on peut faire une demande. Par contre moi en Bretagne, j'ai du mal à mettre à l'eau des instruments par exemple. Parce qu'au large de Brest, on a la base navale, on a les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui sortent
base navale qui sortent. Et donc, quand je veux faire de l'acoustique dans cette zone-là, c'est compliqué. Il faut vraiment que je demande aux autorités si je peux émerger un instrument à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc là, on avait mis un réseau d'écoute dans la mer d'Iroise, donc au large de Brest. On avait vraiment envie de mettre toute la mer d'Iroise. Et en fait, on a eu droit à mettre uniquement au nord de la mer d'Iroise. Et voilà. Parce que il y a des bâtiments de surface et des sous-marins français en fait qui passent. Et donc, je pense pour ne pas capter des signatures acoustiques éventuelles. Voilà. Après, quand on veut mettre quelque chose à l'eau, de toute façon, il faut demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine. Et après, ça passe par les militaires. Alors, donc voilà, ça c'est les deux exemples que je connais, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez montré au début le dispositif de GPS qui est mis sur des animaux. Est-ce qu'il y a des dispositifs audio qui peuvent être mis? Oui. Alors l'exemple. Comment vous pouvez capter en permanence des données en complément du travail que vous faites sur des prises de masse pendant une durée assez importante? C'est important. On peut ça c'est ce travail de mettre des balises sur les animaux. Alors c'est compliqué parce que plus la balise va être grosse et plus elle va être équipée de capteurs, moins son autonomie va être importante en fait. Et donc en général c'est des balises qui vont durer une journée ou deux et qu'on va devoir déployer sur la baleine avec des ventouses. Pour pouvoir la récupérer parce que le signal audio, c'est un signal qui est très lourd. Donc contrairement à un petit signal GPS, ça va pas être envoyé au satellite et revenir directement sur l'ordinateur du scientifique. Il va falloir récupérer la balise. C'est exactement comme moi avec mon hydrophone que je vais laisser pendant 1 an. Là, on va avoir un tout petit système miniature avec un hydrophone et un enregistreur. Et donc l'autonomie est assez courte et il faut récupérer absolument cette donnée, sinon ça ne sert à rien. Donc là, on va déployer avec une perche, on va coller sur le dos de la baleine ces petits dispositifs avec des ventouses. Et ensuite, la baleine va faire sa vie. Il faudra la récupérer. Au bout d'un moment, les ventouses vont se détacher. C'est un gros travail. Il y a souvent très peu d'individus qui sont marqués comme ça. Nous, on travaille avec des collègues au Chili qui font ça sur des rorquals communs. Et c'est là où on a trouvé ça très frustrant parce qu'on a des belles balises avec des micros et les rorquals communs au Chili, à l'époque où on arrive à les taguer, donc ça veut dire à l'époque où il fait un peu beau et tout, elles ne chantent pas. Donc on a été très frustrés quand on a vu les enregistrements. Parce qu'en fait, ça c'est très précieux ces données-là parce qu'en plus d'avoir le chant, tu as aussi la profondeur de l'animal à laquelle il va plonger et tu peux associer à quelle profondeur l'animal va se mettre à chanter. Physiologiquement, on voit par exemple que au-delà de 25 mètres de profondeur, en tout cas l'animal ne chante plus. Donc est-ce qu'il est plus capable de chanter? Est-ce qu'il doit consacrer tout son air en fait à la respiration et puis au chant? Et voilà, il y a plein de choses. C'est un autre sujet. Oui, bonjour, merci beaucoup pour tout ça. J'ai une question, je reviens peut-être un petit peu au début, concernant la propagation du son dans l'eau. Vous disiez qu'il y avait des différences avec la température et la salinité. Et également, c'est un peu un corollaire, quelle est la différence avec la propagation du son à travers la glace? À travers la glace? À travers la glace, oui. Solide. Ouais. Le son va se propager... Alors, dans l'eau, oui, ça va être température, salinité, profondeur. C'est une équation qui va nous permettre d'avoir la vitesse du son sous l'eau. À partir du moment où il y a un solide, c'est vraiment la densité du solide qui va jouer sur la propagation du son. Donc, plus le solide va être dense, plus le son va se propager vite. Mais dans la glace, du coup, je ne sais pas trop. Toi, tu sais. Ouais, un tout petit peu. Dans la glace... Oui, voilà, merci. Est-ce que la salinité, suivant le degré de salinité dans l'eau, est-ce que la salinité accélère ou ralentit? Vous voyez? Ou dans ce sens-là? La salinité, elle va ralentir. C'est ça. C'est négatif. Dans la glace, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une propagation qui est fréquence dépendante. C'est-à-dire que ce sont les sons étonnamment les plus aigus qui vont se propager plus vite.
que les sons graves, et ça fait des modulations de fréquence. Alors je ne sais pas dans la glace arctique ou antarctique, mais dans des glaces de lacs de montagne, si vous enregistrez des lacs de montagne, vous allez avoir des sons extraordinaires. Pour moi, c'est les plus beaux sons, pas du vivant, mais c'est des chocs, et ça fait des modulations de fréquences extrêmement belles, avec des crescendos, si vous voulez. Merci pour cette présentation, c'était vraiment super. En m'appuyant sur la lecture d'un article de Science et Vie qui est paru il y a 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, et qui disait que des chercheurs avaient envoyé un son et qu'une baleine avait répondu. Est-ce que vous pensez qu'une conversation, est-ce qu'un jour on pourra communiquer avec les baleines ou non? C'est vrai. Personnellement, j'espère pas, en fait, pouvoir faire ça. J'aimerais pas savoir ce qu'elles ont à nous raconter, déjà. C'est vrai que sur beaucoup d'espèces, on arrive à en savoir plus sur la... Enfin, il y a des espèces qui sont plus faciles à étudier en communication animale, en tout cas savoir tel type de son est associé à tel type de comportement, va coder pour tel comportement. Mais de là à venir causer avec nous, non. Moi, j'avais un husky avant qui faisait des chants de loup. Et j'ai jamais compris, en fait. Déjà, je comprends des fois à peine mes enfants, donc je me dis, un chien, je comprends pas non plus. Un chat miaulé, on ne sait pas. Donc une baleine, mais c'est très fantasmé, ça. Les gens aimeraient bien communiquer avec ces animaux-là. Mais je sais pas, toi, Jérôme, ton avis sur la question, on a déjà dû te le demander. Mais plus tard qu'hier. En fait, c'est tout le principe de la bioacoustique expérimentale où on va jouer et dialoguer quand même avec les individus. Alors pas pour dialoguer, pour avoir une relation interspécifique entre l'homme et les autres animaux, mais pour comprendre quand même ce qu'ils se disent, hein, notamment dans ces phrases et ces thèmes, pour comprendre la syntaxe de ces sons. Donc on va leur rejouer, en effet, on a des expériences de repasse ou de playback, et on va modifier ces sons, on va voir comment ils réagissent pour savoir quelle partie du son les intéresse, ne les intéresse pas, est-ce que c'est des signaux d'alarme, d'alerte, de communication entre les jeunes et les mères, d'alimentation, etc. Donc là, c'est vraiment pour comprendre le comportement, mais c'est pas dans un but de communication interspécifique. Donc on a vu... on a entendu que les mammifères marins pouvaient utiliser donc communiquer entre eux avec les sons, et je me demandais comment est-ce qu'ils entendent ces sons. Est-ce qu'ils ont une structure analogue à l'oreille ou... Ils ont voilà, déjà nous, quand on met notre tête sous l'eau, on n'entend pas très bien parce que notre oreille est pas adaptée pour ça, alors que les mammifères marins, donc que ce soit les dauphins ou les baleines, elles ont vraiment développé une oreille très spécifique. On a une propagation du son qui va vraiment passer plus par les os que par nous en fait on a une oreille externe déjà qui va amplifier le son. Elles en ont pas. Elles ont directement un petit trou, et ce petit trou est quasiment bouché en fait. Il sert plus à rien. Au cours de l'évolution, on s'est vu en tout cas, on s'aperçoit qu'il sert pas. Et elles vont surtout en fait capter c'est plus de la vibration en fait, parce que les os vont transporter plus rapidement encore que l'eau ou que l'air les vibrations sonores. Donc elles ont une oreille interne. Après elles ont tout un jeu aussi, c'est un peu compliqué, hein. Elles ont tout un jeu à l'intérieur de l'oreille interne. Elles vont quand même avoir une cochlée comme nous, mais protégée dans un os en fait. Et c'est pareil, les dauphins par exemple, quand ils émettent les cliquetis, ils vont recevoir les cliquetis par leur mâchoire inférieure. C'est ça qui va capter, c'est ça qui va capter le son. C'est vraiment leur mâchoire inférieure qui est reliée à leur oreille interne. C'est pour ça que si un animal se blesse à la mâchoire, il sera plus capable en fait il sera sourd. Voilà, pour simplifier. On a encore le temps de quelques questions ou quelques commentaires. Alors la main qui est la première à se lever, c'est là-bas. Bonjour. Près de la bouche. Ah, ok. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence.
Je voulais savoir, est-ce que les biologistes ont une vraie place dans l'écoacoustique ou c'est pour l'instant très axé sur les physiciens acousticiens? Est-ce que du coup les biologistes qui voudraient se lancer dans ce domaine ont une place intégrante dans ce domaine? C'est une bonne question, puis comme ça va me permettre de mettre ma slide de remerciement de mon équipe. Parce que tout ça, je le fais pas toute seule. J'ai une super équipe derrière moi. Et en fait, dans toute cette équipe-là, j'ai une biologiste. C'est tout. C'est sûr que l'acoustique sous-marine, en tout cas pour étudier les cétacés, c'est vraiment à la croisée de beaucoup de disciplines. Il faut connaître un peu de la biologie, l'océanographie, de l'écologie marine, bien sûr, mais c'est surtout aussi du traitement de signal. Donc il faut aussi s'y connaître un peu en traitement de signal, tout simplement, manipuler des détecteurs, je veux dire, faire beaucoup de code. Du coup, donc j'ai beaucoup de chercheurs. En fait, j'en ai 2 dans mon équipe qui viennent vraiment d'une formation d'acoustique aérienne, quoi, pure et dure. J'ai une informaticienne aussi parce qu'il faut aussi savoir coder tout ça, savoir créer des logiciels, en tout cas pour étudier. J'ai un géophysicien. Et puis j'ai une statisticienne aussi. Et mon précieux Richard, là, c'est un ancien sous-marinier, donc qui lui a des oreilles d'or et qui est capable de bien comprendre la physique et la propagation des sons. Donc je pense que, voilà, c'est sûr que moi j'ai fait de la biologie, c'était à une époque où de toute façon il n'y avait pas de formation d'acoustique, de bioacoustique. On y venait comme ça au fur et à mesure parce c'était une approche. Et maintenant, on a la chance, en tout cas, d'avoir beaucoup de formations où on peut se spécialiser dans le traitement de signal, par exemple, et après revenir dans la bioacoustique. Mais il faudra toujours des biologistes quand même, pour mieux comprendre. Les 2 biologistes. On est tous les 2 biologistes. Ouais. Est-ce qu'il reste encore Il y avait une main qui s'était levée, je ne sais où. Tout au fond. Est-ce que votre fils peut vous poser une question? Oui. Tu as une question à poser? Ok, pourquoi pas. Très bien. Oh, mais... Une question piège alors? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Alors, il y a une petite différence entre les poissons et les baleines. C'est que les poissons, leur queue, ils vont de gauche à droite. Et les baleines, leur différence, c'est de haut à bas. Oui, ça, parce que je pense que tous les gens qui sont là, elles savent déjà qu'une baleine, ce n'est pas un poisson. Mais oui. C'est bien de leur dire. C'est bien de le redire qu'on travaille sur des mammifères marins. Voilà, donc c'est la différence, c'est comme ça qu'on les distingue quand on a 6 ans. C'est bien, bravo. C'est bien. Oui. J'ai une question par rapport au fait que dans le milieu sous-marin, vous dites que les baleines, c'est un indicateur qui prouve qu'il y a une bonne santé sous-marine. Mais c'est sur quoi que vous vous appuyez pour savoir ça? Ouais, ça c'est vraiment plus de l'écologie marine, d'utiliser des espèces en tout cas, mais c'est pareil dans le terrestre en fait, regarder vraiment un état de santé d'une population pour voir justement si elle est en bonne santé, se dire que si elle est en bonne santé, ça veut dire que tout va bien. Donc si on a une bonne croissance d'une population, par exemple, on va régulièrement mesurer la densité de cette population-là et voir qu'elle est croissante, qu'il y a des petits, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Ou alors quand on regarde par exemple les échouages et qu'on voit que les animaux qui s'échouent, ce sont plutôt des animaux vieillissants, c'est bien. Par contre, on se dit que la population est bien et que du coup l'habitat dans lequel vit l'animal est bien et favorable en tout cas. Par contre, si on voit par exemple sur des échouages que ce sont surtout des plus petits individus c'est par exemple que des femelles qui n'ont pas eu de petits qui s'échouent, ça veut dire que qui sont très amaigris.
ça veut dire probablement que leur habitat est dégradé, qu'elles n'ont pas trouvé de poissons. Donc soit elles ont une perturbation qui l'ont empêché de se nourrir, ou soit elles ne trouvent pas de nourriture parce que, je sais pas, la distribution de ses proies a changé. C'est vraiment un jeu de cascade en fait, d'écosystème. Et les choix peuvent être liés à une pollution sonore. Et oui, on a aussi ça. Donc il faut arriver à distinguer aussi dans tout ça qu'est-ce qui est lié à quoi en fait. Est-ce que c'est par exemple, en ce moment, on a beaucoup de dauphins communs qui sont pris dans des filets de pêche. Donc ils viennent, en fait, ces dauphins communs-là viennent à la côte. Avant, ils venaient pas à la côte. Donc on n'avait pas d'interaction létale avec les filets de pêche. Ils étaient plutôt, leur distribution géographique, elle était plus au large, pas du tout dans la zone où il y a des pêcheurs. Maintenant, elle se rapproche des côtes, la population de dauphins. Alors pourquoi elle se rapproche des côtes? Parce que les proies se sont rapprochées des côtes. Les proies ont aussi changé. Les pêcheurs nous disent que les poissons sont plus petits et tout. Et donc on se dit bon, ok, on a des animaux qui viennent plus proches de nous. C'est dû à quoi? Donc voilà. Et puis des fois, on a carrément dans une zone, par exemple, où il y a eu beaucoup de pollution sonore, on a un déplacement complet d'une population. Parce que l'habitat est plus du tout favorable d'un point de vue acoustique. Et donc elle va devoir se réhabituer à un nouvel habitat, et peut-être ça marchera bien, peut-être que ça marchera pas. C'est très complexe. En plus, on est sur des espèces mobiles. C'est vraiment des espèces qui sont très peu sédentaires à une zone, à part, j'en ai parlé tout à l'heure, les grands dauphins qui sont vraiment sédentaires à Molène et Saint, pour ceux de Bretagne, mais c'est des espèces mobiles qui voient l'océan vraiment de façon très vaste en fait. Et les baleines, c'est encore pire parce que là, on part, elles traversent quasiment un hémisphère complet, quoi. Alors, votre fils aîné, jaloux, a aussi une question. Ok. T'as combien d'enfants? Aussi, ça fait quelle taille ce que mangent les baleines? Le krill, c'est vraiment minuscule. Hein. C'est c'est minuscule. C'est moins d'un. Ouais, ça peut aller un peu plus d'un centimètre, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Et elles en engouffrent, mais des fois jusqu'à 16 tonnes par jour. C'est même difficile à imaginer, quoi. C'est une autre dimension, la baleine bleue. Même quand on regarde un cœur de baleine bleue, par exemple, c'est de la taille d'une cuisine, quoi. Sinon, je sais pas, c'est plus gros qu'une voiture. Je sais pas comment expliquer, mais tout est démesuré. Et pourtant, elles mangent des toutes petites crevettes, très très grasses, avec quasiment que de l'huile à l'intérieur. Ouais. Voilà. Question là. Oui, bonjour. Moi, je voulais inversement savoir quel est le retentissement du fait de la diminution drastique des baleines à cause de la chasse sur la chaîne alimentaire. Ah, ça c'est pas facile hein, comme question. C'est pas facile parce que en parallèle de l'arrêt de la chasse, la chasse. Moi, j'ai du mal à répondre à cette question-là parce que j'ai du mal à imaginer comment était la Terre quand il y avait ces 99% de population qui ont été chassées. Même au niveau sonore, hein, j'ai du mal à imaginer que... Parce que là, dès qu'on met un micro à l'eau dans l'océan Indien, on entend un son de baleine bleue antarctique et je me dis, mais quand elles étaient 400 000, mais ça devait faire un brouhaha bien plus qu'un bruit de bateau, quoi. Et au niveau de la chaîne alimentaire, je sais pas. Et après, en parallèle de ça, ce qui est compliqué, c'est que on a arrêté la chasse, mais en même temps, on s'est mis à exploiter aussi le krill pour plutôt l'industrie pharmaceutique. Donc c'est difficile à répondre, ouais, parce qu'on a rajouté une autre pression sur la ressource, une ressource qui aurait pu être très très abondante, mais qui finalement du coup est partie. Après, on voit des choses, par exemple sur ouais, c'est difficile à répondre, je saurais même pas. J'ai peur de dire des bêtises. Question moins difficile. Je pense qu'elle est facile. Merci pour le voyage sous l'eau. Qu'est-ce qui fait la capacité d'apnée qu'ont les baleines? Mais c'est dur aussi, je suis pas spécialiste de ça. Mais qu'est-ce que je sais? Oui, elles retiennent leur respiration et puis après, la circulation de l'oxygène va pas du tout être comme chez nous en fait.
Et au fur et à mesure qu'elles vont plonger, en tout cas, enfin, ça dépend desquelles, hein, parce que c'est pareil, hein, chez les cétacés, on va avoir des dauphins qui vont, quand ils se déplacent, ils vont tout le temps respirer en surface. Et puis quand ils chassent, ils vont descendre un peu, mais ils vont remonter assez rapidement. Et on a des cachalots qui vont faire des apnées de 1 heure peut-être. Donc voilà, et on a les cachalots vont descendre, ou les baleines à bec vont descendre jusqu'à 2000 mètres de profondeur, alors que d'autres espèces de cétacés ne vont pas descendre du tout dans ces profondeurs-là. Donc selon les espèces, vraiment leur anatomie, leur physiologie s'y prête mieux. Ce qu'on sait par exemple chez le cachalot, c'est que quand le cachalot va plonger, il va plonger sans faire d'effort, vraiment juste en se laissant couler. Et tout va se concentrer, son oxygène autour de son cœur en fait pour faire fonctionner uniquement son cœur, quoi. Et tout le reste ne sera quasiment plus, enfin de ce que je sais, hein, parce que c'est une question piège quand même. Il va pas du tout faire de mouvement, rien du tout, quoi. Tout se concentrer pour faire battre juste le cœur, quoi. Encore beaucoup de mystères. Oui, non, mais il y a beaucoup de mystères, puis c'est très différent d'une espèce à l'autre. Puis voilà, moi, c'est vrai qu'en physiologie, je suis un peu limitée. Une dernière question. Deux mains sont levées en même temps. Alors, vous, non, déjà, une question. Merci beaucoup pour votre présentation très vivante. Je voulais savoir dans quelle direction allaient vos propres recherches pour les décennies qui viennent. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire des suivis longitudinaux en océan Indien pendant très longtemps pour voir comment tout ça bouge, ou est-ce que vous avez des nouvelles idées pour aussi peut-être convaincre ceux qui financent toutes ces bouées, j'imagine? Alors là, je continue toujours mes 2 axes de recherche. Donc dans l'océan Indien, on a le réseau Oasis Bio, là on a arrêté, on a 10 ans de données et en fait on a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Et donc on va se concentrer vraiment à tordre les données le plus qu'on peut sur ces 10 années dans l'espoir de remettre l'observatoire dans quelques années, pour voir si justement faire parler les données maintenant avec des bonnes métriques, avec des questions très claires. On en a déjà fait plein, mais bon, il y en a encore un paquet. Pour voir si dans 10 ans, si on remet à l'eau ces instruments, on a une évolution ou pas. Ça, c'est pour ma recherche sur les grandes baleines. Et puis aussi, on s'intéresse à d'autres secteurs de l'océan Indien, parce que le puzzle de distribution des baleines bleues dans l'océan Indien, il n'est pas complet du tout là. Et il y a des zones, par exemple au large de Mayotte, dans le canal du Mozambique, où il y a même une espèce où 6 mois de l'année on l'entend, et les 6 autres mois de l'année, on a beau mettre des micros dans différents endroits de l'océan Indien, on n'a pas encore trouvé le bon endroit, quoi. On n'a pas réussi à les enregistrer, donc c'est pour suivre ça. Et puis, une autre partie de ma recherche, c'est vraiment de développer ce suivi par acoustique passive en métropole, parce que je pense que ça peut amener beaucoup de connaissances sur les dauphins et les marsouins des zones, surtout que par rapport à la mise en place d'éoliennes, par rapport à la pêche et tout ça, il y a quand même beaucoup de pression, et vraiment faire que les parcs marins utilisent les gestionnaires en tout cas utilisent plus souvent ce dispositif de suivi là. Donc on a monté toute une formation justement pour les former à ça. On les suit dans la collecte de données, on les aide à analyser les données, ou alors on va les analyser pour eux. En tout cas, fabriquer des outils vraiment faciles pour utiliser plus facilement ce dispositif de suivi, parce que l'acoustique sous-marine, l'acoustique passive, souvent les gens trouvent que c'est compliqué. Que ça, il y a beaucoup de signal, de mathématiques derrière et tout, et donc il y a vraiment une grosse volonté, en tout cas dans mon équipe, de faire des outils plus faciles, et puis aussi de demander au public de participer à ça. On monte des campagnes d'annotation manuelle de signaux de baleines, par exemple. On fait des programmes de sciences participatives pour sensibiliser encore plus les gens et puis nous aider aussi. J'ai finalement réussi à acquérir un micro. J'avais une question. Vous avez parlé lors de la mise en place des hydrophones dans l'océan. Vous avez dit qu'ils étaient retenus par le fond par plusieurs kilomètres de câbles. Est-ce qu'il y aurait un risque associé de collision avec les grands cétacés? L'enchevêtrement, non. Alors nous, dans l'océan Indien, quand on les met à l'eau, on les met dans une... Alors ça, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, il y a une profondeur qui est à peu près à 1000 mètres de profondeur.
C'est là où on met vraiment l'instrument. Et après, donc, on a le câble sur 3000 mètres au fond. Donc, ça fait vraiment, voilà, c'est pas très dense en fait. Le réseau d'hydrophones n'est pas très dense. On n'a jamais eu d'enchevêtrement parce qu'ils sont très profonds en fait les câbles. En côtier, on n'a pas eu ça non plus. Alors que nos mouillages, ouais, j'ai pas trop entendu ça. Alors que des enchevêtrements dans des casiers de pêche, dans des casiers de pêche et tout ça, on en retrouve. Alors pas sur nos côtes, mais je pense aux États-Unis et tout ça, c'est vraiment une cause de mortalité importante chez les cétacés. Nous, on n'a pas eu ça, mais alors parce qu'on n'a peut-être pas un réseau très très dense en fait. Mais ouais, ça m'embêterait. Ouais. On va conclure ici en vous remerciant beaucoup, Flore, de votre implication. Pour vos questions, c'était super. Et votre écoute.